Québécoises et Québécois, l'heure du choix électoral est de nouveau venue et c'est à moi que revient le privilège de vous convaincre de nous faire à nouveau confiance en nous élisant au gouvernement avec un mode de scrutin, je vous confirme, que nous avons bien l'intention de moderniser. Depuis les années où notre parti existe, vous connaissez notre position idéologique globale, de justice sociale, de bien-être collectif et par-dessus celui individuel. Vous constatez notre engagement sans relâche pour améliorer la situation de toutes et tous les citoyens et les citoyennes de la province. Je pense que notre réputation n'est plus à faire en termes de redistribution sociétale, de défense des plus démunis et d'engagement environnemental. C'est dans cette voie que nous allons continuer, la voie de la compréhension des particularités qui définissent le parcours de chacun et de chacune et dans la mise en place de mesures innovantes pour améliorer les conditions de vie de tous et de toutes. Pour ce faire, nous avons mis en place une plateforme gouvernementale comprenant des mesures compréhensives, à la fois sur le plan environnemental, sur le plan social et sur le plan familial. En santé, nous aurons le plaisir de remettre la priorité sur les soins de première ligne et ainsi qu'en environnement de mettre l'accent sur le transport en commun, qui est la plus grande source de GES au Québec. Nous avons également l'intention de faciliter la conciliation travail-famille en permettant la redistribution des congés parentaux entre conjoints et en s'assurant que les entreprises offrent des conditions de vie décentes à leurs employés. Un gouvernement bleu sera à l'écoute de vos besoins et doléances et en ayant un souci réel du bien-être de tous et de tous. Aujourd'hui, j'espère que je serai en mesure de vous convaincre qu'il n'y a qu'une seule vraie alternative pour cette élection, c'est-à-dire l'élection d'un gouvernement bleu. Donc, pour une durée de 2 minutes, Merci. Bonjour, chers Québécois, chères Québécoises. Aujourd'hui, on se présente à vous avec une option, une orientation, une réflexion profonde pour améliorer le Québec. On a une orientation qui est très claire, une orientation qui est celle du gros bon sens. On est tanné d'entendre encore et encore répéter qu'on peut faire mieux. Cette année, les rouges, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire mieux. Alors, on va s'orienter de 3 façons. D'abord, on va démétropoliser le Québec. La métropole, c'est important pour le Québec. Les subventions s'y trouvent, il y a beaucoup de citoyens qui s'y trouvent, mais on oublie trop souvent ceux qui sont à l'extérieur de la métropole. Le gouvernement des rouges va être un gouvernement des régions, si vous nous faites confiance pour gouverner le Québec. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va moderniser l'État québécois. Moderniser l'État québécois, c'est-à-dire rentrer enfin dans une époque où, au lieu de remplir la paperasse, les entrepreneurs peuvent faire ce dans quoi ils excellent, c'est-à-dire être des entrepreneurs, faire prospérer le Québec. Au lieu d'être obligé de faire une reddition de comptes longue, qui coûte cher, qui ennuie tout le monde, on va pouvoir permettre aux gens d'avoir le sentiment que le Québec leur fait confiance. C'est pas à l'État québécois de déterminer et de dire aux gens comment agir, mais c'est bien à eux qui sont les principaux maîtres de leur destin, les Québécois, vous, qu'on veut vous faire confiance. Ensuite, on veut recréer des liens de solidarité. Recréer des liens de solidarité, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un État paternel, d'un État maternel pour nous dire comment occuper notre quotidien. On est capable, chacun, chacune, de s'appuyer, de s'aider, d'avoir une solidarité, d'avancer ensemble. Et cette solidarité-là, elle caractérise le Québec, elle caractérise les Québécois. On n'a pas besoin d'un gouvernement pour l'encadrer, on a besoin d'un gouvernement pour nous donner plus de liberté. Et les Rouges, au pouvoir, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont donner la liberté aux Québécois, aux Québécoises. Ils vont donner une liberté qui va être responsable, qui va être équitable, qui va être efficiente. Et c'est notre engagement pour vous, chers collègues, chers Québécois, chères Québécoises. merci aux 2 chefs. Ce qui nous amène maintenant sur le premier thème. Il aura été envoyé 5 choix de thèmes, dont 3 ont été déterminés au hasard. Nous allons apprendre en même temps que vous quels sont les thèmes qui ont été choisis et quelle est la question. Sans plus tarder, premier sujet, transport. Le Québec est aujourd'hui dans une meilleure situation financière qu'il y a quelques années. Les citoyennes et les citoyens ont le sentiment d'avoir contribué à cet effort et désirent améliorer leur confort en passant quelques heures de plus avec leur famille et leurs amis, notamment en sauvant du temps de transport. Pour les personnes qui habitent en périphérie des centres urbains, leur seule option viable, sans avoir l'impression de chambouler leur mode de vie, est de passer moins de temps dans le trafic. Pour un nombre important de gens de la région métropolitaine de Québec, un projet de 3e lien reliant les 2 rives du Saint-Laurent semble un coût important, mais nécessaire pour augmenter leur mobilité.
Est-ce qu'un gouvernement de votre parti serait prêt à faire du projet d'un troisième lien Québec-Lévis une réalité et pourquoi? Pour une durée de 1 minute, côté du chef des Rouges. Alors évidemment, les citoyens de la capitale ont été clairs, les citoyens de la région, de la capitale nationale aussi. On veut pouvoir se promener d'une région à l'autre, d'une rive à l'autre, et avec un gouvernement des Rouges, on va le faire. On va avoir un troisième lien qui va être efficace, qui va être responsable, qui va permettre de desservir, oui, la population de Lévis, mais aussi toute la population de l'Est du Québec. Et la problématique d'avoir seulement 2 liens qui rejoignent l'Est du Québec, eh bien, pour nous, elle est grande, elle est importante. Et quand on fait le tour du Québec, qu'on va à Rimouski, qu'on va en Gaspésie, ils nous disent c'est compliqué de se rendre jusqu'à Québec. Et puis nous, avec le troisième lien, on ne va pas penser seulement aux gens de Lévis. On va penser au développement de l'Est du Québec. Alors, dans un plan de transport routier qui va permettre d'aller, oui, jusque dans le Nord, parce que c'est là aussi où se retrouve le prochain grand développement du Québec, dans le Nord. Et cette façon-là, avec un troisième lien, on ne le voit pas seulement comme un lien qui va relier Québec et Lévis, un lien qui va relier 2 livres, mais un lien qui va relier le Québec à l'ensemble de son Nord. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel. Merci. Pour une durée de 1 minute. Alors, de notre côté, on ne pense pas qu'un troisième lien, c'est très, très efficace pour améliorer la situation des gens qui vivent de l'autre côté de Québec, qui veulent se rendre ici. Il y a déjà des ponts. Le problème, en fait, vient de la circulation, vient de... Une fois que les gens ont traversé le pont, ça bloque. Il n'y a pas assez dans le Vieux-Québec, dans les autoroutes, là, je veux dire... Plus d'autos qui se rendent plus rapidement à ce moment-là va aucunement améliorer le problème. La solution qu'on voit, c'est évidemment la mise en place de transports en commun efficaces entre Lévis et l'autre rive de Québec pour se rendre dans cette région-là. Je pense que c'est pas vrai de dire que les gens de l'Est du Québec vont profiter d'un troisième lien qui sera en Québec. Il y a déjà des ponts qui traversent de l'autre côté et la plupart des gens qui arrivent justement de l'Est ne vont pas nécessairement arriver dans les heures de pointe qui sont vraiment le point problématique pour les gens qui veulent aller travailler à Québec et qui souffrent du temps qu'ils passent dans leur ville, dans leur voiture, pardon. Donc, c'est vraiment le transport en commun qu'on privilégierait et pas de troisième lien. Et maintenant, un débat pour une durée de 5 minutes. Moi, ce que je trouve dommage dans ce que j'entends du côté des Bleus, c'est qu'on semble avoir un manque de vision. Un troisième lien, ça n'exclut pas nécessairement le fait que le transport en commun puisse circuler par ce lien-là. Et le mot qu'on cherchait tout à l'heure, mais qu'on n'a pas nommé, c'est goulot d'étranglement. Alors oui, il y a des goulots d'étranglement dans les ponts aux heures de pointe, mais nous, quand on parle du troisième lien, on ne parle pas seulement de débloquer les heures de pointe, on pense au développement économique de l'Est du Québec. Alors pour nous, on veut s'assurer que la mobilité, ce soit au cœur de notre action en tant que gouvernement si on est élu, et cette mobilité-là va permettre de développer le Québec. Alors quand on écoute les entrepreneurs de l'Est du Québec, justement du Nord du Québec, ils nous disent, bien nous, on veut plus de mobilité, on veut être capable de rejoindre les grands centres. Oui, il y a les citoyens qui vont circuler par ce troisième lien-là, mais il y a aussi toutes les marchandises. Et qu'est-ce que vous faites de la part économique d'un troisième lien, puis de l'impact que ça peut avoir pour les Québécois, les Québécoises de région? Écoutez, étant moi-même de Rimouski et de Gaspésie, votre intérêt pour les régions de l'Est du Québec me fait énormément plaisir, mais je peux quand même vous confirmer que le problème principal, en fait, c'est également la mobilité là-bas, mais c'est aussi, encore une fois, la mobilité durable. Je pense pas qu'il y a un troisième pont de 2 il y en a déjà des ponts. À en rajouter un, ça changerait pas grand-chose, et je pense que la solution, surtout économiquement, je pense pas que c'est ça, justement. Permettre le passage de plus de camions de marchandises serait très efficace pour les citoyens de Lévis. Pour ceux de l'Est du Québec qui veulent se rendre à Québec à plus tard, je pense qu'en ce moment, justement, il y a un gros problème avec Orléans Express qui a beaucoup diminué son offre pour se rendre dans ce coin-là. Le train ne s'arrête plus dans de nombreuses villes. Les gens ont de la difficulté à voyager. Et encore une fois, l'option qu'on voit, c'est vraiment mettre l'accent sur le transport en commun. Ne pas forcer les gens à toujours s'acheter une voiture pour être capable de se rendre à une autre ville qui est à quelques centaines de kilomètres d'à côté de chez eux. En fait, se déplacer de quelques centaines de kilomètres au Québec, oui, ça se fait encore généralement en voiture. Mais je suis content d'entendre la chef des Bleus parler d'Orléans Express et du transport en région dans l'Est du Québec. Parce que nous, dans notre vision, on veut recréer des liens de solidarité. Puis l'une de ces façons-là, c'est d'encourager le covoiturage, l'économie collaborative, l'autopartage. Et l'un des services qui dessert très bien cette région-là et que j'apprécie utiliser, c'est, par exemple, les services comme Amigo Express.
Ces services-là, ce sont des citoyens qui se transportent l'un et l'autre à coût modique et qui permettent justement de choisir leur destination, de choisir leur lieu de départ. Et ça, c'est une liberté qui nous est chère. Est-ce que le transport doit passer par une seule compagnie? Bien sûr que non. Est-ce que le transport passe seulement par le troisième lien? Bien sûr que non. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que le troisième lien est une pierre d'assise qui va nous permettre de faire un développement. Et on s'inscrit dans un contexte mondial avec une économie où la productivité, les gains de productivité qui vont être allés chercher dans les prochaines années, c'est ceux qui vont nous démarquer par rapport au reste de l'économie mondiale. Et la productivité, elle se trouve notamment dans le transport des marchandises. Alors oui, le troisième lien, je le répète, c'est important pour les citoyens qui veulent plus attendre dans leur auto, qui veulent déplacer les goulots d'étranglement, puis mettre moins de pression sur le transport routier, mais c'est aussi pour le développement économique de notre région. Et qu'est-ce que vous avez à dire sur le développement économique de l'Est du Québec? Tant de choses, mais je pense que je vais quand même revenir au problème du troisième lien. Vous dites, ah oui, c'est la solution idéale. Je pense que la plupart des experts qui se sont penchés sur la question n'étaient pas nécessairement d'accord avec votre point de vue. Ça peut être utile dans un point de vue vraiment global, en se disant, dans 150 ans, les ponts qui seront là en ce moment ne seront plus nécessairement en état. Donc, je pense qu'on peut faire un peu un travail d'investissement actuel sur ce qui est les infrastructures déjà présentes pour s'assurer que celles-ci puissent continuer à se développer et à permettre le transport des marchandises, entre autres. Oui, en effet, Amigo Express est un service extrêmement pratique, entre autres, principalement à cause du coût et du peu de services offerts par Orléans Express et d'autres services gouvernementaux comme ça. L'option, en effet, de rajouter du service là-dessus est étudiée, de même que la mise en place d'un monorail à grande vitesse qui, à cause de coûts réduits, serait possible. Donc, on pourrait le mettre entre Québec, Montréal, Rimouski, Gaspé et aller dans les centres beaucoup moins urbains et permettre aux gens de se déplacer de cette façon-là. J'interviens là-dedans. Est-ce que vous pensez également qu'une majorité, rapidement, il reste une quarantaine de secondes, une majorité de Québécoises et Québécois seraient en accord de financer une mesure, que ce soit un troisième lien ou un projet de transport en commun structuré? Peut-être rapidement. Mais je pense que la majorité des Québécois sont pour le progrès, donc évidemment, les majorités des Québécois seraient derrière le fait d'avoir un troisième lien qui allie développement économique, qui allie transport en commun, mobilité durable. Alors pour nous, ça ne fait aucun doute, puis tous les Québécois qu'on a pu consulter étaient d'accord pour dire qu'ils souhaitaient le progrès. Ben oui, le progrès. Je pense qu'un monorail à grande vitesse, ça peut être une série de progrès qui passe entre Ottawa, Toronto, Montréal, Québec et d'autres grands, plus petits centres urbains. Les Québécoises seraient très profiteurs de cette mesure-là. 2 secondes, ce qui met donc fin à ce bloc et qui nous amène donc au deuxième sujet, sans plus tarder, éducation. Dans une société de plus en plus consciente de ces groupes socio-économiques, on découvre de fracassants contrastes. D'un côté, des familles qui vivent avec des conditions minimales pour survivre, et de l'autre côté, des gens qui peinent à prendre conscience de leurs privilèges. On découvre aussi une population qui vit dans des chiffres d'extrême pauvreté et d'endettement, les étudiantes et les étudiants. Le choix des dernières générations de gouvernement était que l'éducation devait être un moyen, sans barrière, qui permet à toute personne d'avoir une égalité des chances de réussir. Or, certaines professions nécessitant un diplôme d'enseignement supérieur, notamment dans les milieux à prépondérance féminine, requièrent une formation qui intègre des stages afin de pratiquer leur métier en devenir. Ces stages engagent presque assurément une charge financière supplémentaire qui n'est pas prise en compte par l'aide financière aux études ou la réglementation de la facture étudiante. Est-ce qu'un gouvernement de votre parti interdirait les stages obligatoires sans rémunération ou compensation? Et si c'est le cas, comment le feriez-vous? Donc, sans plus tarder, pour une durée de 1 minute, dès le début. En fait, je pense que la première chose que notre gouvernement ferait, ce serait vraiment avoir une consultation globale avec diverses associations étudiantes, l'UEC, l'AFEC, tous ces interlocuteurs-là, et voir, en fait, nous, en fait, c'est sûr qu'on est pour une compensation des stages. C'est évident que tout travail mérite salaire et des personnes qui doivent sacrifier leur fin de semaine et qui doivent sacrifier leur soir, leur santé physique et mentale pour espérer avoir un diplôme, méritent une compensation et méritent également d'entrer sous la loi, sous les normes du travail. Parce qu'en ce moment, de nombreux stagiaires vivent dans des situations de précarité parce qu'ils ne savent pas exactement quels règlements, quelles normes les encadrent. Donc, de ce côté-là, c'est sûr qu'on veut qu'on veut aller de l'avant. Après ça, la façon, est-ce qu'on va interdire les stages rémunérés obligatoires, je pense, non rémunérés obligatoires? Je pense que ça serait une option à étudier parce qu'on pense que c'est super important que ceux qui soient faits soient bien rémunérés.
Merci beaucoup. Écoutez, je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu cocasse d'entendre le chef des Bleus dire « On va consulter les étudiants pour leur demander s'ils veulent plus d'argent. » Écoutez, c'est certain qu'ils vont répondre oui. Nous, les Rouges, ceux qu'on va consulter, c'est les experts. C'est le marché du travail, les professionnels. On va regarder, est-ce que les stages obligatoires, est-ce qu'ils répondent aux besoins? Est-ce qu'on peut peut-être les moderniser? Est-ce qu'on peut voir une nouvelle façon de les faire? Est-ce qu'on peut intégrer davantage le secteur privé dans le milieu de l'éducation pour s'assurer d'un meilleur arrimage entre les stages et des meilleures conditions de stage? Alors ça, c'est des questions qu'on trouve plus intéressantes que de demander aux étudiants, voulez-vous plus d'argent? Alors, évidemment, pour nous, l'éducation, c'est d'abord une instruction. L'éducation, c'est les parents qui doivent la faire. L'État peut donner une instruction aux gens. Et l'instruction, ça permet, oui, de travailler, mais nous, une des problématiques sur lesquelles on va vouloir cibler, c'est vraiment au niveau des étudiants de première génération, de voir comment faire en sorte qu'il y en ait davantage et comment mieux répondre aux défis qu'ils peuvent vivre. Donc, pour une durée de 5 minutes. Écoutez, je suis absolument désolée de me dire « Ah mon Dieu, si on va prendre des mesures qui concernent les étudiants, on va en parler aux étudiants. » Je pense que c'est quand même les personnes les plus concernées par ce qui va être mis en place. Donc, ça me semble évident d'entrer en communication avec eux. Et ça ne met pas de côté l'idée de parler à des experts et de voir quelles sont les options les plus intéressantes. Mais quand même, la rémunération des stages, je veux dire, de nombreux milieux de travail profitent de travail gratuit d'étudiants qui sont chez eux à temps plein, alors qu'eux ne déboursent rien en échange de ça. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut arrêter, arrêter justement la vulnérabilisation des étudiants et des étudiantes. Mais écoutez, là, il faut quand même prendre en compte que quand on parle de stages au Québec, il y a plusieurs types de stages au niveau des étudiants. Il y a plusieurs types de stages obligatoires. Par exemple, au niveau de l'éducation, il y a au moins 4 stages, dont le 4e est une charge de travail à temps complet ou presque. Alors oui, là, il y a une ouverture peut-être pour discuter d'une rémunération ou d'une compensation. Mais quand on parle de tous les stages obligatoires, par exemple, dans le réseau collégial, il y a des stages de 1 journée, 2 journées, 3 jours. Est-ce que ça mérite une rémunération? Il y a des stages d'observation et des stages de participation. Alors, au lieu de tout azimut dire oui, on va financer les stages après avoir consulté les étudiants, nous, on veut s'assurer que les stages, s'ils sont financés, s'ils sont rémunérés, ce soit évidemment dans le plus grand intérêt des étudiants, mais aussi dans le plus grand intérêt de notre développement économique. On ne va pas se mettre au niveau des Rouges à garocher de l'argent à quiconque veut faire de l'observation dans une entreprise, par exemple. Nous, on veut une utilisation responsable de nos moyens financiers. Alors oui, c'est important de les consulter, c'est certain qu'ils ont une voix, une opinion, mais pour nous, ce qui est le plus important, c'est encore une fois l'impact économique que ça peut avoir. Oui, mais on s'entend que quand même, les étudiants, les étudiantes, investir en éducation, c'est un investissement et c'est un investissement gagnant pour la province en général. On a des personnes diplômées, compétentes, qualifiées qui ressortent de nos institutions collégiales et supérieures. Et c'est vraiment un investissement sur lequel on mise et on pense que c'est quelque chose qui va se montrer gagnant dans le futur. Je pense également à d'autres types de stages, par exemple en soins infirmiers, où ça ne va pas nécessairement être un 4 mois fixe, mais pendant une session, ils vont avoir des 2 semaines, ça va tomber la fin de semaine. Les étudiants dans ces conditions-là ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont aucune disponibilité à donner, en plus d'étudier à temps plein. Ne pas être ouvert à cette rémunération-là, ça permet que... Ça force aussi beaucoup de personnes à reconsidérer leur choix d'études et de carrière. Et quand vous dites on veut donner la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent, on veut donner vraiment la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent en leur permettant, en leur donnant le choix et en donnant les moyens d'accomplir vraiment leur plein potentiel. Et au niveau des Rouges, on est tout à fait d'accord avec ça, mais on doit quand même se rappeler qu'au niveau collégial, l'éducation, elle est gratuite. Alors oui, c'est important de travailler. Puis une des données qui est très intéressante, c'est une donnée qui est produite au Cégep de Jonquière, qui parle justement des étudiants de première génération et qui nous apprend que pour ces étudiants-là, le travail est une valeur très importante. Alors nous, on va les soutenir dans le choix de leur travail. Puis même encore une fois, ce même centre de recherche nous apprend que pour les étudiants de première génération, le travail est un déterminant majeur pour entrer ensuite dans un parcours d'apprentissage. Alors nous, le parcours d'apprentissage est plus important que de cibler strictement les stages. Et encore une fois, cibler les stages tout azimut, donner l'argent des fonds publics, pour nous, c'est pas une solution, surtout pas si l'éducation est gratuite. Nous, la solution, c'est de s'assurer que s'il y a une compensation nécessaire, c'est les juger pertinents, oui, par les étudiants, donc sûrement dans tous les cas, mais aussi par les experts, les entrepreneurs qui reçoivent ces étudiants-là dans leur marché de travail, dans leurs entreprises. Est-ce qu'ils considèrent que la plus-value qu'ils apportent mérite cette compensation-là? Et la vraie question, au final, c'est qui va payer pour ça? D'après vous, qui paierait?
Je vous relance également une question là-dessus. Croyez-vous qu'est-ce que c'est du rôle de l'État d'intervenir dans cette situation des stages qui sont non rémunérés? Absolument, la surprise générale. En effet, dans notre caucus, on croit que c'est important que l'État donne la chance et l'opportunité aux citoyens de se réaliser pleinement. Si on laisse les entreprises faire ce qu'elles veulent et se dire « Ah ben, je peux profiter du travail gratuit », évidemment qu'elles vont le faire, ça me semble ça me semble évident. Donc, c'est super important que l'État s'en mêle justement et que s'assure que les stagiaires qui font des stages soient rémunérés et le soient de façon correcte. Écoutez, on est dans un contexte économique au Québec où le marché est en recherche d'effectifs, en recherche d'employés. Donc, on a, selon nous, la confiance que les entrepreneurs vont être capables de choisir les meilleures décisions pour le développement des PME québécoises. Et ces meilleures décisions-là, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est notamment d'offrir une compensation financière aux stagiaires. Est-ce que c'est à l'État d'encadrer au complet cette procédure-là? On ne croit pas. On croit que les entrepreneurs québécois, nos voisins, nos parents, nos amis, nos collègues, sont en mesure de prendre la décision qui est la meilleure pour le développement de leur économie, mais aussi de la prospérité québécoise. Merci. Faisait le tour pour la deuxième question. Merci aux deux chefs. Ce qui nous amène finalement à la troisième et dernière question. Sujet, santé. Les premières années de l'entrée de la nouvelle génération de milléniaux dans la vie civile ont été marquées par l'effondrement des barrières entourant les discussions sur les tabous culturels de notre société. Violence à caractère sexuel, racisme systémique et également santé psychologique. Les préjugés négatifs envers les symptômes de problèmes qui sont presque invisibles aux yeux semblent persister dans notre quotidien. Une discussion collective semble explorer présentement l'ampleur de l'enjeu et on découvre que son ami, sa cousine, sa collègue de bureau ou soi-même peuvent présenter des symptômes dépressifs, des épisodes plus graves ou des conditions permanentes. Les plateformes sont multiples, soit du harcèlement en milieu de travail, cyber-intimidation, leurre sociale, pour ne nommer que ceux-là. Considérez-vous que la santé psychologique de la population québécoise est une question importante dans notre société et, si c'est le cas, quelles sont les initiatives qui devraient émaner du gouvernement? Donc, pour une durée de 1 minute, du côté des chefs des rouges. La santé mentale, c'est un sujet qui est très difficile à aborder, mais qui est pas moins sérieux. Un des cas de santé mentale, une des données qui m'a sauté aux yeux lorsque je me préparais à devenir premier ministre du Québec, c'est de voir que au niveau du système de santé, il y a de plus en plus de demandes d'arrêt de congé maladie pour des raisons de santé psychologique, entre autres pour nos infirmières, pour nos cadres dans le réseau de la santé. En Gaspésie, en 2012 et 2017, c'est une hausse de 250 % des cadres qui étaient en arrêt maladie pour des raisons psychologiques. Alors pour nous, effectivement, c'est un dossier qui est très important. Alors si nos professionnels de la santé vivent cette détresse-là, alors évidemment, il faut les soutenir pour qu'eux-mêmes soient plus en mesure de soutenir les citoyennes ensuite qui vivent ces détresses-là. Alors pour nous, c'est un mal à nommer, un mal auquel il faut répondre, mais en premier lieu, je crois qu'il est important de se concentrer sur les gens qui prodiguent ces soins-là et ce soutien-là pour s'assurer qu'eux-mêmes soient le plus en état possible de soutenir les Québécois et les Québécoises. Alors, évidemment qu'on considère que la santé psychologique des Québécoises et des Québécois est un sujet crucial et extrêmement important pour notre province. On pense que la solution là-dedans, ça serait vraiment d'axer sur la prévention et sur, justement, là, comme le disait mon collègue, tout le réseau, toutes les causes qui mènent un peu là, à tous ces problèmes psychologiques. De même que, évidemment, faire des campagnes pour essayer de briser les tabous qui entoure encore la santé psychologique et les problèmes de ce genre. Je pense que petit à petit, il y a une discussion sociétale qui est en train de s'installer et que de plus en plus qu'il y a de personnes publiques qui admettent avoir eu des troubles, par exemple, alimentaires ou autres. Notre province est en train de prendre conscience que c'est quelque chose qui est relativement fréquent et qui a des solutions, a des causes concrètes et auxquelles on peut apporter des solutions. Et donc, la solution, il y a des multiples idées de solutions, mais on peut vraiment axer sur la prévention.
Alors, évidemment, pour nous, la prévention, c'est quelque chose qui est important, mais ce qui est encore plus important, c'est de regarder au niveau des déterminants qui amènent justement ces problèmes de santé psychologique à ressurgir. On regardait l'an dernier, c'est 61 000 Québécois qui ont passé plus de 48 heures d'attente à l'urgence. Pour nous, c'est une situation qui est déplorable et qui ne contribue pas à offrir une meilleure santé psychologique, mais aussi une meilleure santé en général aux Québécois et aux Québécoises. On doit apporter des solutions dans notre système de santé, dans nos répondants de première ligne, pour s'assurer que lorsqu'un Québécois entre à l'urgence, par exemple, au lieu de vivre une détresse qui va durer parfois 2 jours consécutifs, on veut s'assurer qu'on approche d'un idéal qui est celui de la Suède. En Suède, il y a un hôpital qui s'appelle l'hôpital Saint-Goran, dont le temps d'attente en urgence est en moyenne de 27 minutes ou moins. Alors ça, pour nous, c'est un idéal à atteindre. Et comment est-ce qu'on peut l'atteindre? C'est notamment par une modernisation de notre système de santé, par une décentralisation, par le fait de donner de la liberté aux gestionnaires de notre réseau de la santé de prendre les meilleures décisions les plus adaptées dans leur contexte quotidien. Alors pour nous, c'est une façon claire de s'assurer qu'en première ligne, on soit déjà capable d'avoir les outils pour répondre à ces enjeux-là. Sur ce point, en fait, on est tout à fait d'accord. Évidemment qu'on veut rendre la première ligne de soins plus efficace, donner plus de pouvoir à tous les autres professionnels de la santé qui ne sont pas nécessairement des médecins. Donc, on pense ici aux infirmières, aux pharmaciens, aux nutritionnistes, à toutes sortes de professionnels également qui travaillent dans les écoles. Encore une fois, pour la santé psychologique, ça peut être super important que ces personnes-là puissent faire un suivi avec les étudiantes et les étudiants. C'est ça, là, on veut finir avec l'époque où est-ce que les gens vont à l'hôpital pour une grippe ou quelque chose comme ça. Et la solution là-dessus, c'est de mettre justement, encore une fois, l'accent sur la prévention, avoir des programmes au travail qui permettent aux gens de réduire leurs heures de travail ou de s'adapter à leur situation familiale pour pas qu'ils se rendent à un épuisement professionnel ou souffrent d'autres types de troubles. On veut développer que les gens développent des réflexes d'aller vers des CHSLD au lieu d'aller à l'urgence directement parce qu'ils savent que dans ces cliniques-là, ils vont avoir les soins appropriés et parce qu'il y aura vraiment toute une équipe qui va être là pour les recevoir et les guider. La prévention, c'est important, mais l'action, c'est encore plus. Nous, on ne veut pas dire aux gens où aller. On veut leur donner la liberté de le faire, mais on veut s'assurer que l'endroit qu'ils vont choisir, qu'ils vont prendre le plus approprié pour aller chercher de l'aide, ce soit aussi l'endroit qui va être capable de répondre à leurs besoins. Et je cite encore une fois l'exemple de l'hôpital Saint-Goran parce qu'il est dans un système de santé universel, mais ce qui le distingue de notre système de santé universel, c'est qu'il est totalement à 100% administré par le privé. Alors, ce sont des entrepreneurs en santé qui administrent une enveloppe publique et qui sont évalués en fonction de leur efficacité, en fonction de leur rendement, mais aussi en fonction des patients qui fréquentent leur établissement. Alors, le système est accessible pour tout le monde, mais au lieu d'avoir une centralisation, une bureaucratisation monstre du système de la santé, on donne la liberté aux citoyens de prendre en main leur santé. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est quelque chose qu'on va aspirer à faire en tant que gouvernement. Donc, donner une liberté, oui, aux patients de choisir là où ils vont, mais surtout donner la liberté à nos hôpitaux, à nos professionnels de la santé, de déterminer comment ils vont faire leurs actions, de déterminer comment ils vont desservir la population. Et nous, on est confiants que si on fait confiance aux Québécois, ils vont bien le faire, ils vont mieux le faire, puis ils vont le faire pour la prospérité de tout le monde. Parce qu'un Québec en santé, c'est un Québec qui est plus fort. Un Québec qui est plus fort, c'est un Québec qui est plus libre. Un Québec qui est plus libre, c'est un Québec qui peut se permettre de rêver. On est pour le rêve, on est pour la santé. Je veux dire, je pense que c'est des principes évidents. Mais encore une fois, on ne veut pas privatiser le réseau de la santé. Encore une fois, il faudrait parler de cet exemple-là, mais pour moi, l'idée de mettre l'accent sur le nombre de patients, j'ai l'impression que ça va faire que les hôpitaux en région qui ont beaucoup moins de patients seraient énormément défavorisés par rapport à ça. Encore une fois, c'est ça, je pense que mettre l'accent sur toutes sortes d'autres cliniques, d'autres services qui pourraient être utiles aux citoyens et citoyennes est vraiment la solution, à la fois pour les problèmes de santé psychologique et les problèmes de santé physique. Et justement, là, avec des programmes qui seraient mis en place dans les milieux de travail, dans les écoles, ça donne la liberté aux gens de sentir comment ils sentent, comment ils vont à ce moment-là et de pouvoir prendre un peu de recul, plus de temps, de telle façon, d'avoir accès à des activités physiques qui
permettre de leur faire se sentir mieux. Donc, tout le programme de prévention serait extrêmement utile, on le croit bien de ce côté-là. C'est très probable que la prévention, puis on ne nie pas la prévention, c'est utile, mais encore une fois, nous, ce qu'on veut faire, c'est agir. On veut agir concrètement pour que les Québécois puissent se dire, par exemple, en région éloignée, voici comment notre hôpital devrait être administré pour répondre le mieux aux besoins de la réalité locale. C'est pas dans un système centralisé. C'est pas une centralisation qui permet d'offrir les meilleurs services. Merci pour ce dernier segment au niveau du débat. Ce qui nous amène maintenant à la dernière section, qui sont les discours de fermeture, d'une durée de 2 minutes de chaque côté. Donc, puisque c'est Eva qui va commencer, ce sera du côté de Jonathan pour la fin. Une durée de 2 minutes. Merci. Super. Alors aujourd'hui, ce qu'on a vu en lumière, c'est un groupe qui veut agir. Le groupe qui veut agir, c'est celui des Rouges. On veut agir pour le bienfait des Québécois, on veut agir pour la liberté de chacun et de chacune. On croit qu'un État qui est centralisé, un État qui est bureaucratique, un État qui a un encadrement réglementaire de plus en plus lourd, grandissant, c'est pas un État qui offre une liberté à nos citoyens. C'est pas un État qui offre une liberté à nos entrepreneurs. Et pour nous, cette liberté-là, elle est super importante. Elle est super importante parce qu'on a confiance aux Québécois, on a confiance aux Québécois, aux Québécoises, on vous fait confiance pour prendre les meilleures décisions pour vous, pour aller consulter les meilleures cliniques, les meilleurs spécialistes, pour construire votre entreprise, pour bâtir votre prospérité, pour léguer quelque chose de prospère et de durable à vos enfants. Notre vision rouge d'un Québec contemporain, c'est un Québec qui est démétropolisé. C'est un Québec qui prend à cœur, qui prend de front la réalité des régions, qui la met de l'avant dans l'action publique. Un Québec idéal pour le gouvernement, pour le groupe des Rouges, le gouvernement que nous souhaitons former, c'est un Québec qui est moderne, qui modernise sa fonction publique, qui modernise les fonctions, les services qu'on veut donner aux citoyens. Mais surtout, c'est un Québec qui recrée des liens de solidarité. Recréer des liens de solidarité, ça veut dire que chacun des citoyens, vous tous à la maison, vous êtes capable de prendre des décisions pour vous, mais aussi d'aider votre collègue, d'aider votre ami, d'aider votre famille, d'aider vos proches, d'aider un inconnu. Et de le faire avec des liens de solidarité. On n'a pas besoin de s'appuyer sur l'État pour prendre des décisions dans notre vie. C'est la vision des Rouges. Et cette vision-là, c'est une vision qui va nous permettre de nous développer collectivement, qui va nous permettre de léguer un Québec plus prospère, une croissance économique durable, parce que la liberté, eh bien, pour nous, c'est ce qui permet de prendre les meilleures décisions. Alors, pour nous, au niveau des Rouges, c'est certain que si on est élu, le 2 janvier prochain, en rentrant au gouvernement, on va vous donner la liberté de prendre chacune de vos actions, chacun de vos rêves et d'en faire une réalité. Chers électeurs et électrices, vous avez pu constater, je l'espère, les principes qui guideront notre passage au gouvernement. Nous nous assurerons de déployer des programmes qui permettront à tous et à toutes de se développer pleinement. Pour ce faire, nous n'aurons pas peur de mettre en place des mesures de discrimination positive pour s'assurer de l'égalité et de l'équité de toutes celles et ceux qui vivent dans notre belle province. Nous n'abandonnerons pas les citoyens et citoyennes à leur sort en les laissant seuls dans une économie de marché qui ne leur rendra pas le salaire représentatif de leurs efforts. La création de nouveaux paliers d'imposition allégera le poids mis sur les travailleurs et les travailleuses, alors que les entreprises seront sommées de faire leur juste part. Celles-ci seront également sommées d'offrir des conditions de travail décentes à leurs employés. La conciliation travail-famille sera une priorité de notre gouvernement, en permettant entre autres la répartition des congés parentaux entre congés. De même, nous viserons la fin de l'exploitation impunie des étudiants stagiaires, en mettant en place un système de compensation financière, de même qu'en s'assurant que les stages entrent sous la loi des normes du travail. Nous sommes également plus que conscients de l'urgence d'agir face au changement climatique, si bien que notre gouvernement mettra en place de nombreuses mesures pour diminuer la production de GES, entre autres en encourageant le transport en commun et en mettant sur pied des systèmes de recyclage et de compostage efficaces à l'échelle de la province, tout en encourageant principalement la diminution de la consommation, une étape nécessaire pour la préservation de la planète. Quant au réseau de la santé, nous nous efforcerons d'inverser la tendance actuelle pour mettre l'accent sur la prévention plutôt que la guérison. Nous donnerons également plus de pouvoir aux différents corps professionnels de la santé pour améliorer les délais de traitement, tout en mettant fin à l'incorporation des médecins. Ainsi, notre équipe qualifiée et hautement diversifiée s'assurera de défendre les intérêts de chacun et de chacune d'entre vous, en laissant personne de compter. Québécoises et Québécois, la balle est dans votre camp, les Bleus, c'est évident.
Donc, c'était tout du côté du débat des chefs. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci également aux deux chefs pour votre participation.